je suis Diana Roger, j'ai effectivement un parcours de 10 ans de montage et réalisation audiovisuelle avant de commencer avec la création, je ne sais pas si ça ne marche pas, à la création de l'association Retour d'Images. Je ne vais pas en parler trop longtemps, mais ce dont il s'agit, voilà. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur l'activité des contenus audiovisuels, cinéma, télévision, internet. Les contenus audiovisuels, ce n'est pas les salles de cinéma. Donc, ce n'est pas la mobilité des personnes en fauteuil roulant, par exemple, ou à mobilité réduite. Je ne vais pas intervenir là-dessus, même si ça me concerne directement. Comment accéder au bâti. Ça m'arrive d'être en fauteuil et d'être confronté à cette question. Mais là, on va parler de l'activité sensorielle. Ah, c'est moi qui tourne les pages. Alors... ça ne tourne pas. Voilà. Donc, voilà, en quelques mots, qu'est-ce que Retour d'Images? C'est depuis 2003 qu'on s'est mis à programmer des films adaptés au public déficient sensoriel. Au départ, dans le cadre de festivals, et puis maintenant, on parle vraiment de séances de cinéma inclusives. Et toutes les démarches, aujourd'hui, j'aime beaucoup ce terme d'inclusion, qui est le terme plutôt que intégration, plutôt que... on parle d'inclusion de tous les publics. Et c'est évidemment, à la base de cet organisme, de cette association à but non lucratif, il y a un collectif de professionnels du film, pour certains en situation de handicap, des auteurs, des formateurs d'audio-description, des personnes qui se sont passionnées pour la question de l'adaptation d'œuvres audiovisuelles. Et aujourd'hui, on est devenu centre de ressources cinéma et handicap, c'est-à-dire qu'on conseille, on accompagne aussi les initiatives des cinémas, des lieux qui s'adaptent pour pouvoir mobiliser le public, parce que c'est pas toujours évident d'entrer en contact avec le public pour qu'il trouve le chemin de cette offre audiovisuelle, qui n'est pas encore très très fournie non plus, mais plus... Voilà, alors on a eu l'occasion d'organiser une journée professionnelle interprofessionnelle avec des associations. Donc vous voyez le lien à la fin de cette page. Et c'est un travail à la fois de médiation, d'ateliers pratiques, y compris pour les professionnels, pour découvrir ce que c'est que l'adaptation de films, avec tous les corps de métier qui sont impliqués, et puis en présence des publics concernés pour parler du besoin, des besoins spécifiques. Donc là, ça tourne pas, excusez-moi. J'appuie pas assez. Ah, c'est ça. Pointer vers l'ordinateur. Avant. Voilà. Voilà. Donc accessibilité sensorielle. Alors, j'ai décomposé par type de handicap. Alors, activité sensorielle, accessibilité sensorielle des contenus. Oui, ça y est, j'ai compris. Oui. Il faut diriger vers l'ordinateur. Pardon? C'est celui-là, j'appuyais pas sur le bon. Oui, mais il faut le pointer vers l'ordinateur. D'accord, excusez-moi. Oui, subtilité. Quand on est devant la salle, on est un petit peu intimidé, on n'entend pas les consignes. Il n'y a pas de souci. Donc, sur les 4 écrans, qu'est-ce que ça veut dire l'accessibilité pour les sourds et malentendants? Et alors là, j'ai précisé lecteurs, parce qu'il y a quand même une petite proportion de personnes sourdes et malentendants qui ont des difficultés avec la lecture. Et puis, il y a les enfants. Donc, évidemment, la partie, le sous-titrage sur les malentendants dont on s'est accordé maintenant, qu'on s'est accordé pour désigner par le sigle, enfin par l'acronyme VFST, même si les labos utilisent d'autres acronymes, une infinité d'acronymes d'ailleurs. Donc, en tant que centre de ressources, on a choisi de là se conformer à ce que souhaitent les associations, VFST. Il supplée aux informations importantes pour la compréhension et l'appréciation de l'œuvre que la bande-son image ne restitue pas, les placés et colorés de manière à désigner les dialogues et la source de ceux-ci, les bruits et la source de ceux-ci, la musique. Ça, c'est les grandes lignes. Et ces normes de durée et de nombre de caractères sont différentes, bien sûr, de la VO, des sous-titrages de la VOST. Sur le web, le sous-titrage en placé, alors ça, c'est un petit commentaire de ma part, mais peut être utilisé pour les conférences. Ça, c'est quelque chose qui est important de dire, parce que c'est un travail, quand on est face caméra, quand on a un seul interlocuteur face caméra, il y a un travail qui n'est pas le même, qui surtout de restituer la parole, mais toujours cette durée est importante, la question de la durée. Voilà, je tourne vers le... Voilà. Donc là, vous avez enfin, j'ai pris les éléments essentiels de la charte pour le sous-titrage,
qui me semblait question de la durée des sous-titres et des nombres de caractères, et évidemment les codes couleurs. C'est un sous-titre coloré, je ne vais pas les lire, vous les connaissez peut-être tous, hein. Maintenant vous les voyez à la télévision, presque, enfin, en activant la piste, enfin le canal, voilà. Juste une question. Qui connaît les codes couleurs? Pardon? Est-ce que quelqu'un ne connaît pas les codes couleurs? Qui ne connaît pas? Moi, je ne connais pas. Voilà, bon, il y a quand même des personnes, donc vous pouvez les lire. Vous voyez, il y a quand même 6 couleurs différentes, jusqu'à la langue étrangère en vert. Je vous laisse les lire. Donc les indications musicales. Alors on est toujours dans quelque chose de très réduit, mais vous allez voir tout à l'heure, on va voir un exemple. Ensuite, évidemment, il y a des contenus audiovisuels qui sont accessibles en salle. Alors pour les publics malentendants, la boucle magnétique, c'est, je pense, peut-être pas le cas ici. Des personnes avec des appareils peuvent mettre en position T leur appareil et entendre la bande-son amplifiée. Et puis, une nouvelle technique, mais qui n'est pas encore très développée, d'amplification. Alors avec un casque, on peut accéder dans une salle avec, dans certains cas, quand un film contient cette bande-là, à une bande son amplifiée, un peu nettoyée des bruits parasites autour du dialogue. Alors ça, c'est un travail... ça veut dire qu'il y a énormément de pistes possibles en numérique sur une copie numérique de film. Il y a énormément de pistes possibles, mais on n'active pas forcément, on n'a pas toujours toutes les pistes sur toutes les copies numériques. Mais c'est une des possibilités aujourd'hui du numérique que d'avoir une piste pour l'amplification. C'est quand même encore très très rare, et on peut se poser la question pour le web, s'il peut y avoir un canal activable séparément, avec un petit sigle particulier. Ensuite, pour les publics sourds non lecteurs, évidemment, sur les 4 écrans, la possibilité d'une traduction en langue des signes, pour les personnes qui parlent la langue des signes, qui ne sont pas tous des Français sourds, qui ne parlent pas la langue des signes, mais ceux qui la parlent, c'est dans un médaillon incrusté dans l'image, ou dans une fenêtre activable à côté de l'image, permettre aux spectateurs d'accéder aux propos oraux, aux propos oraux visuels. Oups, voilà. Alors, pour les publics aveugles et moyens-voyants, je vais un peu plus développer sur ça, parce que l'audiodescription, ça ne se passe pas tout à fait comme le sous-titrage. Le sous-titrage est une transcription, il faut réduire un petit peu les caractères, mais l'audiodescription permet d'adapter des œuvres cinématographiques ou télévisuelles afin de les rendre accessibles au public non aveugle ou malvoyant. Et elle consiste à recréer par un texte les éléments visuels qui sont, sur le plan narratif et esthétique, importants dans un film. Ce texte, interprété en voix off, s'intercale précisément entre les dialogues et les éléments sonores déterminants du film, car ceux-ci sont signifiants pour une personne aveugle ou non-voyante. J'insiste beaucoup dans la définition sur l'importance de la bande-son préalable, la bande-son du film, de l'œuvre, puisqu'une personne non-voyante perçoit énormément de choses. Déjà dans celle-ci, il ne faut surtout pas chevaucher les dialogues, surtout pas chevaucher les sons signifiants, et ça travaille de précision et surtout des créations d'un texte qui fait image. Donc j'ai vu plusieurs définitions possibles de l'audiodescription, et je ne voulais pas quelque part choisir seulement une, parce que celle que j'ai choisie, elle provient du contrat que nous utilisons pour l'auteur. C'est les premiers mots, c'est les premiers termes de définition du contrat. Mais aujourd'hui, les règles que je vous ai données, c'est les règles de base. La question du choix des éléments à décrire, c'est une question éminemment importante, puisqu'il n'y a pas beaucoup de silence dans la bande-son, et on travaille à partir des... On peut poser sa voix, on peut poser la voix uniquement sur le silence de la bande-son. Donc là, il y a quelques éléments de question, en plus des actions, les changements de décor, les éléments de mise en scène formulés non en termes techniques, mais de manière à transmettre des émotions voulues par le cinéaste. Et certains auteurs insistent là-dessus. Ça peut être très très simple. Quand on parle d'un gros plan, c'est la manière de le formuler. On ne parle pas d'un gros plan, mais on est dans les détails du visage. Donc il y a vraiment un travail d'écriture. Alors, la chaîne de production de l'audiodescription, c'est d'abord le travail d'un auteur, et puis c'est le travail d'un comédien qui va interpréter cette description, qui sera enregistré, calé et mixé, puis on produit le support définitif de cette description. Alors,
tout ça, c'est donc un objet composite. Il y a plusieurs corps de métier dans la fabrication de cet objet. Et l'économie est évidemment très différente de celle du sous-titrage. Donc le coût d'une bonne audiodescription de cinéma peut avoisiner, hors la finalisation du support, les 5 000 euros, avec la finalisation du support, les 7 000 euros. Et on arrive aujourd'hui à des économies inférieures, par choix, à cause de certains labos de baisser leur prix pour que le volume de l'audiodescription voulu par la loi soit atteint. Donc, plus on baisse les prix, plus peut-être on a la possibilité d'avoir des commandes en ce moment, parce que la loi l'exige, la loi du plan handicap auditif, et plus on met en péril la qualité de description des films d'auteurs, notamment enfin, des films de cinéma. Donc moi, je voudrais revenir sur cette définition que je trouve belle, qui a été formulée par une auteure qui est aussi spécialiste de la transmission de la pédagogie du cinéma, Marie Diagne. L'objectif de la version audio décrite d'un film est de transmettre ce film dans sa sensibilité, son plaisir et sa compréhension à un spectateur non-voyant ou malvoyant. Après, donc, pour les techniques... Alors là, il y a un extrait de audio. Enfin, les enfants, je ne sais pas si j'ai le temps de le passer. Mais comment s'écoute l'audiodescription? Donc, évidemment, ça demande un équipement. Mais la piste pour le cinéma, la piste audio décrite est insérée dans la copie numérique. Ça permet d'aller beaucoup plus facilement, diffuser beaucoup plus facilement dans les salles de cinéma. Mais, alors, il faut savoir que c'est la voix seule qu'on diffuse. Puisque dans la salle de cinéma, on entend le son du film, on ne diffuse que la voix seule dans le casque, que la voix du comédien. À la télévision en DVD, la voix est mixée avec le son du film, parce que c'est un canal dédié qui permet d'y accéder. Et sur le web, l'audiodescription est aussi mixée au son de l'œuvre audiovisuelle. Et il est recommandé de prévoir un lien, parce qu'en fait, c'est un fichier son autonome. On n'a pas forcément besoin d'activer l'image. Activer une image sur le web pour un non-voyant, c'est pas toujours facile de naviguer pour activer une image, de trouver la petite flèche qui, voilà. Alors qu'un fichier son tout seul, un lien avec un fichier son, aujourd'hui, c'est une solution. En tout cas, après, Louisa va sûrement parler des différents moyens d'accessibilité et des solutions, pas des questions et des besoins. Mais aujourd'hui, un fichier son activable directement, c'est pas mal. Pas une vidéo, si le lien est accessible, que ce soit une vidéo ou un son, c'est la même chose. Excuse-moi, hein, je veux dire que parfois on peut vouloir regarder, entre guillemets, un film en vidéo parce qu'on le regarde avec quelqu'un d'autre qui voit. On peut vouloir regarder la version audio décrite avec son compagnon qui voit, par exemple, y compris sur Internet. Le lien qui soit activable sur un fichier son ou sur un fichier vidéo, du moment que le site sur lequel il est accessible et que le lien est étiqueté, c'est-à-dire qu'il est légendé, si vous voulez, où il y a marqué, le titre du film en audio-description, que tout ça est explicite et textuel, il n'y a aucun souci pour l'activer, que ce soit audio ou vidéo, ça change strictement rien. Sauf que si on active une vidéo et qu'on est aveugle, on ne voit pas l'image, c'est tout. Mais sinon, le lien lui-même, excuse-moi, mais techniquement, ça change strictement rien, que ce soit audio ou vidéo. Mais en tout cas, on nous a signalé cette difficulté pour certains players flash qui ne sont pas accessibles. Ah bah oui, mais ça, c'est pareil. C'est encore un problème. C'est pareil si c'est que audio. Voilà. Si c'est pas accessible, c'est pas accessible. Voilà. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, est-ce qu'on a le temps de lancer cet extrait où la description est expliquée par l'auteur? Oui, moi je trouve que on a peut-être juste une petite question. En précision, sur la télévision, quand on a un programme en audio-description, comment on l'appelle? Sur quelle touche de la télécommande? Je pourrais vous expliquer ça. Alors, on fait ça juste après l'extrait. En attendant juste cet extrait, préciser les informations que vous m'avez données tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en Europe, il y a donc 80 millions de personnes en situation de handicap. Donc nous ne sommes pas sur des choses qui sont marginales et que renvoient souvent les producteurs en disant mais et comment je m'y retrouve? Non,
il y a une vaste population concernée. Il y a plus de 100 millions de personnes de plus de 60 ans, genre de mon genre à moi, qui se dégradent comme ça. Et donc, il faut que... Je sais que tu confirmes. C'est mon pote Olivier Arlan avec lequel nous travaillons à France Télévisions. Et donc, voilà, je veux dire, on est dans un bassin d'importance. Et au cas où il y aurait des problèmes comme ça financiers dont on parlera tout à l'heure, dire qu'il y a un marché. Donc, que les gens le prennent en compte. Oui, Diane me disait, en fait, on aurait dû regarder les yeux fermés. Et je pense qu'elle a raison, parce qu'on voit bien, et on le perçoit, le travail, moi je dirais presque de recréation, en tout cas de transcription, même si de traduction, oui, de traduction. Alors précisément, peut-être... Bon, vous vouliez préciser quelque chose? Je voulais juste préciser que les personnes je vous donne la parole sur l'art de vu faire cette audiodescription, oui, l'audiodescription avec les sous-titres. C'est pour ça que j'avais oublié de prévenir qu'on pourrait fermer les yeux quand même, parce que normalement, quand je fais cette présentation, je mets d'abord l'extrait sans audiodescription et sans sous-titrage. C'est une étape suivante que de montrer l'explication de l'auteur de son travail, et qui est suivie d'ailleurs d'une discussion avec sa collaboratrice non-voyante, qui a élagué aussi, c'est probablement le travail des scripteurs, parce que elle entendait beaucoup de choses dans les dialogues. Donc là, je résume ce qui est dit après dans l'échange, parce qu'on ne va pas avoir le temps de montrer. Voilà, donc il y avait les sous-titres, oui. Et il y avait les sous-titres bleus, parce que c'est une voix enregistrée, donc c'est un choix qu'on a fait nous, pour que les personnes sourdes qui puissent assister à des conférences sur l'audiodescription découvrent ce que c'est aussi. Voilà, ça c'est l'inclusion.